D'abord, je vous remercie beaucoup et je remercie les personnes qui m'ont invité. Je remercie également vous tous qui êtes présents. Et je vous présente des excuses parce que c'est à commencer en retard, c'est à cause de moi, je viens seulement d'arriver. Je dois dire tout d'abord qu'en géographie, j'étais nul, mais nul de chez nul, n'est-ce pas? Et que j'ai découvert la géographie par le même voyage d'Élisée Reclus vers les États-Unis, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que je le mets à la fin de mon livre. Et comme tous les livres que j'écris, il faut commencer par la fin. Les livres que j'écris, on n'est jamais obligé de les lire du commencement jusqu'à la fin. On peut les lire n'importe où. Il y a toujours des choses intéressantes, peut-être, j'espère. L'histoire d'Élisée Reclus pour les États-Unis, ça commence ici, à Sainte-Foy-la-Grande, parce qu'il se passe la chose suivante. Le coup d'État de Napoléon provoque une grande réaction et une partie de la jeunesse décide d'aller occuper la mairie de Sainte-Foy-la-Grande. Et alors le lendemain matin, donc Élisée Reclus et son grand frère Élie, qu'il admire beaucoup, partent avec les jeunes et puis commencent à avancer dans les rues, je ne sais pas lesquelles, et puis tout d'un coup ils se retournent, il n'y a plus personne. Et comme évidemment c'était quand même le fils d'un pasteur, d'une famille extrêmement respectable et respectée, la police m'a dit à Madame Reclus, la maman, il faudrait peut-être que ces jeunes ne quittent le coin. Et c'est comme ça qu'ils sont d'abord partis en Angleterre, et ensuite ils arrivent aux États-Unis. Alors sur le bateau, il était aide-cuisinier, il paraît que d'après la famille, on n'a pas dû manger très bien. Et il arrive donc en Louisiane, ne connaît pas grand monde, et puis il commence par être un peu portefaix, et vous savez, c'est un homme assez petit de taille, c'était quand même fatigant. Et puis il a la chance de rencontrer un boulanger de Sainte-Foy-la-Grande qui se trouvait là, et donc qui lui indique ce qui était finalement une des plus belles plantations des États-Unis, enfin de la Louisiane, n'est-ce pas, puisque c'était la nièce du gouverneur, de l'ancien gouverneur de Louisiane, lequel, dont la plantation était appelée le Champs-Élysées de la Louisiane, n'est-ce pas, excusez du peu. Et donc, il va arriver là, il va essayer alors il va être tuteur dans la famille de ces planteurs. Il ne va pas y rester très longtemps parce qu'il est horripilé par l'esclavage. Et il va donc raconter plus tard différentes expériences des États-Unis là-dessus. Il y a un passage que je n'ai pas mis dans mon livre, mais qui va être dans la prochaine édition, qui aura lieu peut-être bientôt parce que la première édition est déjà épuisée. Et je vais vous le lire parce que vraiment, ça vaut le coup. Dans les plantations du Midi, les missionnaires itinérants sont très rares, et d'ailleurs leur présence ne serait guère tolérée par les créoles, qui depuis longtemps se méfient de tous les voyageurs indistinctement. Les nègres ne peuvent assister au service religieux de la secte à laquelle ils appartiennent, à moins qu'ils n'habitent dans le voisinage d'une chapelle ou d'une église. Cependant, il ne saurait se passer de rite religieux quelconque. Les planteurs eux-mêmes savent que leurs nègres ont besoin d'une exaltation périodique pour s'étourdir sur les misères de l'esclavage. Tandis que les charmeurs de serpents et les adorateurs de gris-gris sont presque sans exception des nègres créoles, c'est toujours parmi... Il faut dire que le mot nègre à l'époque n'a pas les connotations qu'il a aujourd'hui, bien entendu. Les nègres américains qu'ont choisi le prédicateur du camp. Aucune fête n'est complète si aux libations et aux danses ne succèdent des prières et un serment déclamés du haut d'un tonneau par le pasteur en titre. Rien de plus lamentable que ces parodies religieuses auxquelles le maître invite parfois ses amis à assister. Et voilà, c'est là que ça devient intéressant. Un soir, j'étais présent à l'une de ces fêtes et mon âme est encore navrée. Les riches planteurs se promenaient sous le péristyle de la véranda et respiraient voluptueusement l'air embaumé du soir. Les belles créoles, entourées de lucioles qui éclairaient leur visage d'une lueur tremblotante, se balançaient nonchalamment dans leurs berceuses. Non loin de là, sous l'ombrage touffu des Azeradak, c'est une espèce de lilas, se pressaient les nègres de la plantation,
honorés du regard souverain de leur maître, de leur maîtresse et des nobles amis. À quelques mètres de la véranda, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manœuvre, comme ça arrive souvent avec les ordinateurs, n'est-ce pas? Excusez. Voilà. J'ai combien de temps à propos? Allez-y. Bon. Quand ils commenceront à siffler. Bon, d'accord. Non, moi je regarde en général les pieds, quand je vois que les pieds commencent à être fatigués, mais j'ai quand même quelqu'un qui doit parler après moi et il faut quand même que je respecte aussi ses possibilités. Voilà. Alors, non loin de là, sous l'ombrage touffu des azés d'Arak, se pressaient les nègres de la plantation. Bon, à quelques mètres de la véranda, sur un tonneau renversé, était juché le prêcheur larmoyant, éclairé par une torche fixée à une colonne de la maison. Il n'avait point de Bible, car il ne savait pas lire. Et d'ailleurs, la Bible est proscrite. Pourtant, on est un pays protestant, plus ou moins, enfin que c'est aussi catholique. Mais dans une espèce de pose extatique, les genoux à demi fléchis, les mains jointes élevées à la hauteur de la poitrine, les yeux fermés, la tête rejetée en arrière, il récitait, ou plutôt chantait d'une voix lente et plaintive, des lambeaux de prière, des vers estropiés, des restes d'hymnes appris de quelque autre nègre dans une plantation du Nord. À chaque instant s'élevait le rire cruel de ses maîtres. Les plaisanteries se croisaient autour de lui, mais il continuait impassible. Il fallait contenter le maître et ne pas être sensible à l'injure. J'arrête là. Vous voyez, c'est extraordinaire comme style. Tous ses livres sont comme ça. Il a écrit des dizaines de milliers de pages, ce qu'aucun géographe n'a fait. Pourquoi j'aime Élisée Reclus? D'abord, bon, évidemment, j'ai parlé essentiellement d'Élisée Reclus à propos des États-Unis, parce que vous savez, c'est une grande tradition française. Beaucoup de grands intellectuels sentent le besoin de parler des États-Unis. Même avant Tocqueville, il y avait déjà eu des écrits importants. De Tocqueville, évidemment, a été aussi extrêmement lu. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres auteurs qui ont écrit également là-dessus, jusqu'à nos jours. Simone de Beauvoir, il y a encore une cinquantaine d'années. Plus récemment encore d'autres personnes qui sont allées aux États-Unis, n'est-ce pas? Bon, moi-même d'ailleurs, je dois dire que j'ai fait ce que font beaucoup d'intellectuels français, c'est-à-dire expliquer l'Amérique aux Américains. Donc, le récit d'Élisée Reclus sur les États-Unis n'a pas été étudié vraiment, alors qu'on étudie encore Tocqueville dans Sciences Po et aussi d'ailleurs aux États-Unis. Élisée Reclus est complètement laissé de côté, alors qu'il a abordé les États-Unis à 3 grandes reprises. D'abord, évidemment, durant ce voyage en Louisiane, où donc il n'est pas resté très longtemps. Il semblerait qu'il y ait eu une amourette à un moment donné et qu'il n'ait pas voulu devenir propriétaire d'esclaves et que c'est pour ça qu'il est parti en Colombie. Je ne sais pas que vaut cette histoire parce que, d'après ce que j'ai pu vérifier, mais je n'ai pas encore pu voir toutes les sources, les enfants dont il était le tuteur étaient d'un âge vraiment trop petit pour devenir amoureux de lui, encore qu'un enfant de 6 ans peut être amoureux de sa maîtresse de classe. Je croirais plutôt que c'est du côté de la maman qu'il y a eu peut-être quelque chose. En tout cas, il y a sa photo dans le livre et vous verrez qu'elle n'est pas vilaine. Donc, ça c'est le premier récit, donc, qui est déjà une première impression, c'est dans les années 1850 que ça se passe. Puis il y a la guerre de sécession aux États-Unis, qui est un événement capital. C'est la première grande guerre à un niveau important avec des milliers de morts. Et elle est connue au niveau politique par les écrits de Karl Marx, qui a écrit sur la guerre civile aux États-Unis. Or, Élisée Reclus a aussi écrit là-dessus, justement dans la Revue des Deux Mondes, qui était une revue d'avant-garde à l'époque, et il a même été félicité, là je commence avec un mot de l'ambassadeur des États-Unis en France, qui remercie Élisée Reclus de la défense qu'il a fait des États du Nord, car une bonne partie des gouvernements français, comme d'ailleurs du gouvernement anglais, espérait bien
que ça finirait plutôt par une scission, de manière qu'on pourrait impérialement, on n'aurait plus de rival du côté des États-Unis et qu'on pourrait continuer ses aventures en Amérique du Sud et ailleurs. Donc, Élisée Reclus va prendre donc des positions aussi sur la guerre de sécession, et puis il va y retourner à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, pour écrire son grand tome, son volume 16, sur les États-Unis, dans lequel il dit, vous l'avez cité tout à l'heure, il commence par dire, les États-Unis, c'est un pays, enfin, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent États-Unis, alors qu'il y a aussi les États-Unis du Brésil et d'autres États-Unis, pourquoi s'appeler l'Amérique, ils annexent les choses, et il dit effectivement, l'Amérique va certainement influencer les pays d'Amérique du Sud, mais ce ne sera pas sans être hispanisé. Et il y a une chose aussi absolument extraordinaire, c'est que Élisée Reclus, et ça c'est dans les années 1890, il dit les Noirs américains, les nègres, ils veulent qu'on les appelle Afro-Américains. Et je me suis dit, mais comment pouvait-il savoir ça? C'est parce qu'il lisait la littérature des Noirs américains. Et il faut savoir qu'en Louisiane, la culture française était développée par les Noirs. C'était eux qui tenaient la presse de langue française. C'était les Noirs, non pas les Noirs esclaves, mais les Noirs affranchis, les Noirs libres. Ils avaient même créé une académie. La première poésie en français écrite par des Noirs aux États-Unis a été écrite par eux, justement, a été écrite d'abord par les Noirs de Louisiane. La première poésie, le premier livre de poésie. Ils avaient une académie et ils envoyaient souvent leurs enfants en France quand ils avaient les moyens. Justement, il y a eu d'ailleurs des très grands pianistes qui ont étudié, qui ont joué au Conservatoire de Paris avec Chopin. La ville de Bordeaux, qui n'est pas loin de chez vous, qui est bien connue pourtant pour son trafic de l'esclavage, eh bien, elle a quand même eu pendant le 19e siècle, pendant 50 ans, un noir de Louisiane comme chef d'orchestre et qui a composé aussi des opéras. C'était complètement oublié aujourd'hui. Il y a d'ailleurs même des chansons, des blues, etc., qui sont en français. Et alors une chose extraordinaire avec Reclus, bon, il ne parle pas de la musique, mais c'est quelqu'un qui a aussi su garder la mémoire des Français qui étaient aux États-Unis à l'époque, car il faut savoir que la Louisiane qui appartenait à la France à l'époque, ce n'était pas la Louisiane d'aujourd'hui, ça allait jusqu'au Canada. C'est-à-dire que toutes les histoires de cow-boys que vous entendez, ça s'est passé en réalité dans la région française, n'est pas? Parce que les colonies anglaises finissaient pratiquement avec la Pennsylvanie, et à partir de là, jusqu'aux montagnes rocheuses, c'était les Canadiens, les francophones, qui étaient là. Donc c'était un territoire immense, énorme, etc. Donc voilà en gros Élisée Reclus. Ce qui m'intéresse dans sa manière de voir la géographie et de voir le monde, c'est que, alors là je m'adresse à ceux d'entre vous qui sont des parents, et ceux qui sont des éducateurs, et même pour des gens comme vous et moi, parce que moi quand je voyais le monde, quand je regardais le monde, je le regardais d'un plan culturel, je me disais, ça c'est un pays civilisé, ça c'est un pays qui est encore resté au Moyen-Âge, ça c'est un pays musulman, ça c'est un pays impérialiste, etc. Reclus, lui, c'est pas du tout comme ça qu'il pose les choses. S'il avait à parler de la France, il ne parlerait pas ni du président de la République, ni des gouvernements, ni même de la démocratie. Il dirait, la France, ça fait partie d'un énorme continent qui est divisé en deux par les Alpes. D'un côté, c'est l'Europe, de l'autre côté, c'est l'Asie, et tout près de la mer. Et c'est vrai que si vous voulez comprendre la France, il faut que vous sachiez où sont les montagnes, et que vous sachiez qu'un Breton, ce n'est pas un Auvergnat, qu'un Bordelais, ce n'est pas un Corse. N'est-ce pas? Et c'est ça, le pays, c'est le territoire, c'est la géographie humaine. Et Élisée Reclus, quand il parle de la géographie, il dit il ne faut pas enseigner aux enfants avec des papiers, des crayons et des choses comme ça. Moi, je vois les programmes de géographie actuels, c'est épouvantable. On veut faire des enfants des gestionnaires de la Terre, n'est-ce pas? Alors, bien entendu, avec le développement durable, le respect de ce que vous voulez, enfin tout le blablabla que vous connaissez. Élisée Reclus, non. Ne laissez de côté les papiers, les crayons, les bouquins, etc.
aller regarder une rivière, comme disait, regarder une montagne, regarder un paysage, et essayer de comprendre pourquoi il y a là une vallée, comment les hommes ont vécu là-dedans, comment est-ce qu'ils ont façonné cette vallée, qu'est-ce que cette vallée va devenir demain, qu'est-ce que les gens vont en faire, n'est-ce pas? On pourrait, aujourd'hui, il viendrait, il dirait, on est en train de transformer la France en Disneyland, n'est-ce pas? Chaque coin veut faire de la concurrence. Alors comment le tourisme, l'industrie touristique, sert d'instrument aux différents gouvernements, aux différents pouvoirs, pour pouvoir obtenir leur propre but et manipuler les populations, déplacer les quartiers, etc., etc. Enfin, voilà comment ils travailleraient, n'est-ce pas? Ils regarderaient, et puis alors, ils diraient, pas de frontières, n'est-ce pas? Regarder les choses au point de vue communauté humaine. Pourquoi les gens des montagnes sont-ils différents des gens des rivières? Comment nous sentons notre corps quand nous sommes en montagne, alors que nous ne le sentons pas quand nous sommes dans une ville. Évidemment, si vous êtes en auto, c'est différent. Et comment ça façonne notre esprit, notre manière de penser, pourquoi les gens des montagnes ne pensent pas de la même manière que les gens d'une ville, d'une campagne, etc. Et pourquoi les gens de telle région pensent-ils différemment de telle région, etc. C'est tout ça qui l'intéresse. Et quand il regarde les villes, eh bien, il regarde aussi les enfants, il regarde les minorités, il a fait une carte de l'immigration des esclaves, il a fait une carte de l'immigration des Allemands, etc. Il regarde les femmes, la condition féminine, il parle de la condition féminine. Il regarde même les endroits où on mange bien. Vous vous rendez compte en géographie? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et alors, évidemment, ça a choqué tous les géographes français. Ils ne pouvaient pas accepter des choses comme ça, parce que la géographie française, elle est née surtout après la guerre de 1870. On a dit on a perdu la guerre parce que les Allemands avaient des meilleures cartes. Donc on s'est mis à enseigner la géographie. Avant on n'enseignait que à la Sorbonne, donc on s'est mis à enseigner la géographie dans les écoles pour qu'on apprenne à défendre la France, etc. Donc vous voyez, ce sont des visions totalement différentes. Et puis alors, deuxième différence formidable, c'est que la fin du XIXe siècle, la grande idée d'un certain nombre d'intellectuels, c'est que puisque nous sommes dans une période de progrès, de sciences, de physique, de chimie, d'astronomie, etc., il faut la donner à tous les gens. Il faut la donner au peuple. Donc il faut une géographie pour le peuple. Donc il faut une géographie qui soit alléchante, qu'on ait envie de lire, avec des récits, avec des histoires. Il faut faire vivre le paysage jusque dans son intimité. Et par contre, les intellectuels, les universitaires ont choisi l'option opposée. Il faut faire une géographie pour les élites, pour des spécialistes hautement spécialisés, avec des termes techniques, etc., etc. Bon, voilà un peu, donc, deux options totalement différentes, deux manières totalement différentes de voir le monde. Élisée Reclus, c'est bien plus que tout ça encore, bien entendu. C'est une vision du cosmos, et je vais terminer avec ça. Pour lui, le cosmos, il y a un chaos initial, et puis il y a des équilibres qui changent continuellement, des équilibres instables. On pourrait dire, ce serait évidemment un anachronisme, mais que déjà il anticipe un peu, il donne les premières bases des théories du chaos et de la complexité, n'est-ce pas? Et son anarchie, parce que c'est un des fondateurs du mouvement anarchiste, eh ben, il va voir la société humaine de la même manière, c'est-à-dire que oui, l'anarchie, c'est du chaos, et de ce chaos naît des complexités, et puis de ces complexités naissent de nouvelles complexités, et ainsi de suite. Merci de votre attention. Avant de passer la parole à votre confrère universitaire, pour y revenir, je voudrais quand même que vous nous parliez un petit peu de ces rapports avec Karl Marx, puisque justement, ils se sont disputés même sur la guerre de sécession. Ils ne se sont pas disputés directement, n'est-ce pas? Mais bon, je crois que Élisée Reclus n'avait pas beaucoup d'estime pour Karl Marx, et que Karl Marx a considéré que Reclus n'était que quelqu'un qui ramassait des documents de partout et qui faisait du n'importe quoi avec. C'était un vulgarisateur, point final. Et donc, c'est très intéressant de comparer les deux analyses, celle de Karl Marx et celle d'Élisée Reclus sur les États-Unis et sur la guerre de sécession. Karl Marx, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'ont va faire les gouvernements. C'est-à-dire ce que va faire le gouvernement américain, ce que va faire le gouvernement anglais,
ce que vont faire les financiers de Londres, etc. Passe. Bon, et puis la classe ouvrière, bien entendu aussi, il en parle un petit peu. Voilà. Alors que, donc, autrement dit, ce qui l'intéresse, c'est les grands décideurs. D'ailleurs, ils vont envoyer une lettre au nom de l'Association internationale des travailleurs à Lincoln pour le féliciter, le remercier, etc. Bon. Élisée Reclus, c'est tout à fait autre chose. Élisée Reclus, ce qui l'intéresse, c'est les Noirs. Comment est-ce qu'ils vont se libérer? Il fait des analyses sur les rapports de domination à l'intérieur de la plantation, à l'intérieur des Noirs. Il voit qu'il y a des Noirs qui dominent d'autres Noirs. D'ailleurs, il y avait des Noirs qui avaient des esclaves aussi, n'est-ce pas? Les Noirs qui étaient dans d'autres colonies qui étaient de Saint-Domingue étaient venus avec leurs esclaves quand il y a eu la révolte. Ils sont venus avec les esclaves, ils sont venus en Louisiane, n'est-ce pas? Donc il y avait aussi des Noirs qui avaient des esclaves. Et donc, il s'aperçoit qu'en fait, il anticipe un peu ce que va faire plus tard le philosophe Michel Foucault, c'est-à-dire qu'il étudie toutes les formes de domination qui existent, et puis il va se placer à un niveau international, il va dire, ben oui, c'est vrai que le coton ne va plus faire marcher peut-être, le coton de Louisiane ne va plus servir aux filatures de Louisiane, aux filatures d'Angleterre, mais ça va permettre à l'Inde et à l'Égypte de rentrer dans le concert mondial des nations. Donc une perspective qui n'est pas eurocentrique ou occidentale, mais qui déjà s'ouvre sur l'Afrique et qui donc s'ouvre sur le monde, etc. Voilà un peu en gros, bon, je rentre un peu plus dans les détails, là la prochaine édition sera encore plus, j'espère peut-être, mais voilà en gros la grande différence. L'un s'intéresse aux grands décideurs, alors que l'autre il s'intéresse surtout au peuple. Alors, ils ont fait tous les deux des erreurs dans leurs appréciations de certaines choses, n'est-ce pas? Par exemple, Élisée Reclus a cru au début qu'il n'y aurait pas de guerre, parce qu'il ne s'était pas rendu compte à quel point les planteurs du Sud étaient endettés, n'est-ce pas? Voilà, mais endettés. Des dettes, disons des dettes. Voilà. Merci, je crois qu'on peut l'applaudir quand même. Alors justement, on va maintenant partir, comme Élisée Reclus en 1855, vers 1855, on ne sait pas exactement. Il quitte la Louisiane pour aller en Colombie et il publiera en 1861 dans la Revue des Deux Mondes un récit qui s'appelle Paysages de la nature tropicale. Et là, ce qui est assez étonnant, après ce que vient de dire M. Craig, c'est que justement, il achète quand même une propriété, ce qui est assez étonnant pour sa philosophie. Alors Ernesto Machler Tobar, lui, a fait ce livre sur le non confisqué